Bienvenue sur le Radiographe. Le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille Et Marion, cofondatrice de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie, emballage collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Il me semble qu'un bon projet de design, en effet, c'est un projet qui rend la vie ordinaire à la fois plus facile dans l'usage, plus plaisante aussi. Oui, le fait de pouvoir mettre un mot dessus, ça change tout, de découvrir qu'il y a une activité professionnelle, il y a un champ de recherche derrière cette pratique, et que tout ça, en plus, ça s'appelle le design graphique. Là, on a l'impression effectivement d'avoir ouvert une boîte et qu'on ne va jamais pouvoir la refermer, et c'est ça qui est génial. Que ce soit faire une carte de visite ou un livre ou une affiche ou autre, tous les supports sont à considérer et doivent être soignés parce que c'est une question d'utilité publique en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le design pour, à partir de lui, poser à la philosophie des questions. J'essaye toujours de faire des choses que je puisse être fier de donner ou content de donner. En fait, même si je ne les donne pas, mais au fond, on les donne toujours quelque part. Nous avons l'immense plaisir d'inaugurer le premier épisode du Radiographe en compagnie de Paul Cox, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son atelier le 7 décembre dernier. Ce grand amoureux de la peinture, que nous avons découvert par le biais de ses albums d'illustration jeunesse, possède en réalité bien plus d'une corde à son arc. Ce travail-là, pour moi, il est vraiment, vraiment capital. Je le fais de façon très... si je le fais pas, c'est un peu comme si je me brossais pas les dents, quoi. Je me sens pas trop bien. Quand on a un choix à faire, quand on hésite entre un ou plusieurs choix, la bonne réponse est toujours du côté de la générosité. C'est le choix le plus généreux. J'ai une image souvent à l'esprit, c'est des ruisseaux et une vallée, c'est-à-dire que en fait c'est comme des ruisseaux, on entre dans un travail par un des ruisseaux, et au fond on arrive toujours au fleuve qui est soi-même en fait, au fond de la vallée. Et tant mieux si on prend par des tas de petits ruisseaux différents. Pour moi je trouve qu'une commande c'est toujours miraculeux. Quelqu'un qui vous demande un boulot, je trouve que c'est fantastique. Pendant notre entretien, Paul Cox nous parle ainsi de ses projets en graphisme et en scénographie, de sa pratique plus intime de dessin d'observation, mais aussi de musique et de dons. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Bonjour Paul Cox. Bonjour, Marion et Camille. On est dans votre atelier donc, à Paris, qui est votre second atelier secondaire on peut dire ou... Administrativement, c'est plutôt je sais pas comment on dit, c'est plutôt la campagne qui est secondaire. On appelle ça une résidence secondaire. Mais je passe en effet plus de temps à la campagne qu'ici. Parce que c'est plus grand, parce que dans mes travaux, en fait, il y a des choses qui sont plutôt des choses encombrantes. En fait, je fais beaucoup de travaux de graphisme, mais il y a aussi en ce moment des choses qui ressemblent à des installations, des travaux pour la scène, qui demandent beaucoup plus d'espace que ce dont je dispose ici. Et je vais travailler à la campagne, c'est pas très loin, c'est en Bourgogne. Vous êtes illustrateur, je le précise pour les personnes qui vont écouter. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des origines de votre pratique? Qu'est-ce qui vous a amené à produire des formes, des images d'illustrateur, mais pas que? Vous n'êtes pas que illustrateur. Oui, illustrateur, c'est une partie de mes activités, qui en fait en ce moment est un petit peu en sommeil. Qu'est-ce qui m'a amené je vais développer en fait ce qui m'a amené à faire de l'illustration.
si vous voulez, et ça me permet de parler de ce qui était au départ, enfin ce qui est au départ de mes motivations et de mon travail. Au départ, il y a vraiment la peinture, en fait, comme, à la fois comme travail et comme rêve, enfin comme vocation. C'était un rêve que j'ai eu très tôt et que j'essaie de rendre réel depuis très longtemps. Et en fait, très tôt, j'ai décidé en fait que la peinture était dans mon activité quelque chose que je voulais garder un peu protégé, en fait, pas forcément trop la montrer jusqu'à ce que je sois prêt. Je pense que je ne le serai jamais, peut-être. Et puis en tout cas, jusqu'à ce que oui, que j'ai des choses dont je sois, que j'ai suffisamment appris, disons. Je voulais, en tout cas pendant assez longtemps, au début, me protéger d'avoir à les vendre, me protéger du marché, pour une raison très particulière. Il y a plein de raisons, mais il y en a une qui est importante, vraiment importante, c'est que donc je suis assez âgé, en fait, je suis né en 59, et donc quand j'ai fait des choix importants, c'était la fin des années 70, début des années 80, et c'était une époque qui était assez dominée, comme on sait, par l'argent. Enfin, il y avait une sorte d'argent facile, et y compris dans les carrières artistiques qui se faisaient très vite et qui se défaisaient aussi vite. Et parmi les jeunes artistes, par exemple, il y avait des gens qui avaient des carrières absolument fulgurantes, les peintures atteignaient des prix délirants, etc. Et donc, moi je me disais, c'est vraiment pas ça que je veux, enfin, je voulais pas ça. Et à côté de ça, j'étais très curieux, en fait, de beaucoup de choses, et j'ai beaucoup lu des choses sur... à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux avant-gardes russes en particulier, soviétiques. Et le contraste, en fait, entre ce que je lisais là et ce que je vivais au quotidien. Parce que j'ouvre une parenthèse, en fait, j'étais vraiment très curieux. Je passais mon temps, par exemple, à l'époque, je pense que les vernissages étaient le jeudi. Et toutes les semaines, ou quand il y en avait, en fait, j'allais de galerie en galerie. J'étais totalement fasciné par ça, à la fois par souci de documenter, dans l'espoir de rencontrer les artistes, et en même temps, j'y croisais aussi ce qui fait le côté social désagréable, en fait, d'une vie artistique, à savoir des collectionneurs ou des choses comme ça. Et je trouvais ça un peu repoussant, à vrai dire. Et je finis la parenthèse aussi sur autre chose. Alors, je ne citerai pas le nom, mais j'étais proche, en fait, d'un peintre assez célèbre, que j'admirais beaucoup, mais qui, à mon avis, était lui-même très piégé, en fait, par ça. C'est-à-dire que on sentait qu'il lui fallait, bien qu'il eût les mains libres, parce que je pense qu'il était très fortuné, mais néanmoins, il était piégé par le marché qui lui imposait de produire, etc. Donc ça, vraiment, c'était un modèle que je voulais pas. Et j'étais très attiré, en fait, par une forme d'art appliqué, en fait. C'est-à-dire que la peinture, dans ce calcul, donc, dans cette construction, serait pour moi un lieu de recherche, en fait, totalement désintéressé. Et puis, il y aurait cette recherche amènerait des applications qui me permettraient de continuer la première, si vous voulez. Voilà, c'était ça. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, très rapidement, la première application qui m'a paru évidente, c'était les livres pour enfants, en fait, et l'illustration. Donc, alors je nuance un petit peu parce que les livres, c'était pas vraiment d'illustration. C'est-à-dire que j'illustrais pas vraiment, puisque je faisais toujours mes textes, et bien souvent, en fait, je faisais les textes après les images, donc on aurait pu dire que c'était plutôt le texte qui illustrait les images, plutôt que l'inverse. Ces premiers livres ont vite amené des commandes d'illustration pour la presse, que j'ai pratiqué assez longtemps, à la fois pour des magazines ou pour la presse quotidienne, jusqu'à ce que ça se tarisse, en fait, selon un schéma que j'avais un petit peu prévu. C'est que je me disais que... c'est une évidence, vous le savez aussi bien que moi, mais un des écueils qui sont vraiment difficiles à contourner, je pense pour des illustrateurs surtout jeunes, c'est d'avoir à travailler sur commande, et sur des commandes qui sont faites sur la foi de travaux déjà existants. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire quelque chose que vous savez faire. Et en fait, c'est très difficile. Enfin, moi, j'ai trouvé très difficile, quand je travaillais comme ça, de sortir, en fait, de ce schéma.
On peut imaginer que certains illustrateurs habiles arrivent pas à pas, petit à petit, en fait, à évoluer. Et moi, j'arrivais pas, en fait. J'allais peut-être trop vite. C'est-à-dire que le travail que je faisais pour moi était très vite, très éloigné de ce que je continuais à faire pour l'illustration. En l'occurrence, enfin, ce qui a été mon fonds de commerce pendant des années, c'était une époque où pas grand monde faisait des linos. En fait, j'avais appris le lino auprès de cet artiste plus âgé que je connaissais. Et j'adorais ça. En fait, je trouvais que c'était très très beau, surtout dans la presse quotidienne, parce qu'il y avait un effet rendu en fait c'était comme une impression au carré, c'est-à-dire que l'image imprimée puis imprimée sur le papier journal aurait pu laisser croire qu'elle avait été imprimée directement sur le papier journal. Il y avait un côté un peu ambigu comme ça qui m'intéressait beaucoup. Et donc ça a un peu plu, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on me demandait. Et donc au bout de quelques années, en fait, je me trouvais à faire ça à tour de bras. En fait, j'avais beaucoup de commandes, j'en vivais, et je savais que je tiendrais pas le coup. En fait, c'était absurde. Et donc un jour, pris de courage ou de boisson, je sais plus, j'ai répondu à une commande en sautant le pas brusquement depuis le lino jusqu'à ce que je faisais à ce moment-là, qui n'avait plus rien à voir. En fait, c'était pour vous situer. Alors, je ne sais pas si ça dirait quelque chose à nos auditeurs ou à vous, mais en fait, les linos, pour moi, ça se raccorde à des livres. C'est-à-dire que les linos avaient trouvé leur existence dans la presse à partir d'un livre que j'avais fait, c'est vieux, qui s'appelait Mon Amour, qui est une histoire entièrement en petit lino, qui avait plu au directeur artistique de Libé, et donc c'est ça qui a donné suite à toutes ces productions de linogravure. Et puis le pas que j'ai franchi après m'a amené à rattraper la production suivante, avec beaucoup d'étapes entre les deux, et qui était celle qui ressemblait à un livre qui s'appelle Animaux, qui est une sorte c'est un livre qui a un aspect d'image abstraite, en fait, mais qui ne sont pas abstraites parce que ce sont des images qui épellent des noms d'animaux selon un code qui est figuré sur la page de garde du livre, où chaque lettre de l'alphabet correspond à une forme qui ressemble à des formes, enfin, qui sont des formes non signifiantes et qui ressemblent un petit peu enfin, c'est un vocabulaire proche de Harpe, qui était un artiste que je regardais beaucoup à l'époque. Et donc j'ai rendu ces images. Là, c'était pour Le Monde, c'est pas pour Libé. Je pense que c'était assez joli. En fait, j'étais super content de l'avoir fait parce que j'avais l'impression de tourner une page. Elles ont été publiées, mais ça a été vraiment la fin on m'a plus jamais redemandé après. Ah oui. Donc c'est assez curieux parce que je sais pas après comment ça s'est goupillé avec... si c'était un hasard, parce que Libé, au fond, n'avait rien à voir avec ça. Mais toujours est-il que cette veine s'est tarie, en fait. Et j'en étais très content. Parce que je me voyais pas très bien, je voyais pas comment sortir de ce piège en fait. Et puis je crois que j'ai toujours eu, malgré enfin je suis pas quelqu'un de particulièrement audacieux, mais il m'arrive de franchir des gués comme ça, enfin pas des gués, des torrents, un peu en toute insouciance, en me disant qu'au fond, c'est-à-dire il y a un moment, si vous voulez, j'avais l'impression d'être arrivé à un moment où j'en pouvais tellement plus que je me disais que j'avais rien à perdre, en fait, que rien pouvait être pire que de continuer dans cette voie-là. Et il m'est arrivé plusieurs fois ça, dans ma vie de faire des choses comme ça. Et je reviens un peu en arrière parce que, en fait, j'ai eu une première décision capitale dans mon existence qui était, c'est-à-dire qu'avant le premier métier auquel j'ai pensé pour me permettre d'être artiste, c'était l'enseignement. Et du coup, j'ai fait un assez long détour par les études qu'il fallait. Alors, je ne pouvais pas enseigner l'art, parce que je ne l'avais pas appris, si vous voulez. Donc, j'avais une passion pour la littérature anglaise, donc bien que je ne sois pas du tout anglais, malgré la consonance anglaise de mon nom. Mais et du coup, j'ai fait des études assez longues, enfin, pour devenir prof, ce que j'ai été pendant 1 an, pour me rendre compte que c'était absolument impossible comme équilibre. Enfin, je passais énormément de temps... je dépensais toute ma fortune, maigre fortune, en loyer et en train. Donc, en fait, ça ne marchait pas. Donc, vraiment, du jour au lendemain, j'ai laissé tomber. Ce qui était rétrospectivement assez courageux, parce que j'avais pas un sou, quoi. J'avais absolument pas un sou. Et donc, il y a eu un moment, entre le moment où j'ai arrêté d'enseigner et le moment où j'ai
commencé à pouvoir vivre un peu de l'illustration, ce qui à l'époque, je dois dire, était beaucoup plus simple, je pense, que maintenant, parce qu'il y avait beaucoup moins d'illustrateurs, en fait. L'offre était beaucoup moins importante. Notamment dans peut-être pas pour les journaux, mais en tout cas pour les livres pour enfants. Et du coup, vous avez toujours eu cette idée fixe de faire quelque chose qui soit artistique, qui soit dans de la création, ça... C'est-à-dire que en fait, la période la plus habile que j'ai eue pour gagner ma vie n'était pas vraiment artistique. C'était justement cette petite zone un peu hésitante entre le moment où j'ai arrêté d'enseigner et le moment où j'ai commencé à pouvoir vivre de l'illustration. J'avais trouvé un filon grâce à une amie d'études qui était devenue directrice des collections Harlequin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc, avec elle et avec d'autres camarades, on a traduit des Harlequins à tour de bras pendant quelques mois. Et ça, c'était dément parce que je savais exactement en fait combien de temps ça me prenait. Donc, j'avais calculé qu'en travaillant 3 heures chaque matin, c'était bon. Et j'ai jamais retrouvé cet équilibre parce qu'après, ce qui est difficile pour des gens comme moi, enfin, quand on cumule en fait, à la fois le travail d'atelier désintéressé entre guillemets et des travaux pour assurer l'ordinaire, c'est qu'on ne sait jamais très bien en fait combien de temps dure le travail de commande et c'est assez difficile à gérer. C'est un peu ce avec quoi je me débat depuis lors en fait. Encore aujourd'hui? Oui, c'est très difficile, c'est franchement très difficile. Ma vie est très agréable, mais il y a un truc qui est difficile, c'est ça. C'est de garder le temps quotidien, même quand énormément de commandes... parce qu'en plus, c'est un petit peu flou. Enfin, je finis pas mes phrases, pardon. C'est-à-dire que c'est un petit peu flou, parce que dans les travaux de commande, il y a des choses qui, par leur intérêt, etc., rejoignent complètement la passion qu'on peut mettre dans le travail d'atelier. Donc, c'est pas... Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'hierarchie là-dedans. Mais disons que il y a des moments quand même où Enfin, en tout cas, je cherche vraiment jalousement à garder le plus possible chaque jour, même quand il y a une avalanche de trucs extérieurs, le temps de recherche désintéressé, qui me paraît absolument capital. Donc à titre complètement personnel... Alors je peux développer là-dessus, parce que pour moi c'est un peu la chose la plus importante, peut-être pas pour ceux qui nous écoutent, mais pour moi-même. C'est-à-dire que j'ai un travail depuis des années qui est assez invisible, parce que je ne le montre pas vraiment. En fait, je l'ai montré 2 fois dans des expositions. C'est vraiment un travail d'étude. En fait, j'essaie de le faire tous les jours. Alors, il y a des jours, peut-être aujourd'hui, je ne le ferai pas. Mais c'est vraiment du dessin d'observation. Et donc, à la campagne, c'est très simple parce que je le combine avec ma promenade hygiénique du soir. Et donc, je sors, si vous voulez, puis je dessine ce que je vois. Quand je sors pas, ou quand je combine pas ça avec la promenade, en fait, soit je fais des portraits, ou bien alors je développe en fait les choses que j'ai notées dehors et je les étudie à l'intérieur, si vous voulez. Et à Paris, je dessine moins dehors parce que j'ai un peu la hantise des gens qui viennent regarder derrière mon dos, mais ça m'arrive quand même. Mais sinon, c'est plutôt des portraits ou des études d'après les études. Et donc, ce travail-là, pour moi, il est vraiment, vraiment capital. Je le fais de façon très... si je le fais pas, c'est un peu comme si je me brossais pas les dents, quoi. Je me sens pas trop bien. C'est devenu quelque chose de vraiment indispensable et le concours à ce côté indispensable, le fait que c'est assez rituel, c'est-à-dire que je fais toujours à la même heure, en m'assignant vraiment une durée précise, etc. Donc il y a un côté rituel qui va au-delà, c'est pas un toc si vous voulez, c'est pas une manie idiote. Je pense que l'intérêt que j'y trouve, en tout cas dans le côté rituel, en plus c'est toujours sur le même format, c'est qu'il y a un certain nombre de choix en fait qui sont éliminés, enfin qui sont déjà faits, que vous n'avez pas à faire, et donc c'est plus simple en fait, c'est un peu comme de jouer chaque jour du piano plutôt que de changer chaque jour d'instrument. En fait, on sait que le truc est là et on a une forme de technique rudimentaire, même si le but de l'opération, c'est aussi de développer la technique et d'expérimenter plein de choses, puisque en fait, c'est juste pour voir, c'est pour rien, si vous voulez. C'est pas pour rien, parce que c'est pour voir, c'est capital, mais c'est pas pour répondre à un projet. Et donc j'en ai c'est des milliers et des milliers de feuilles, en fait, puisque je peux en faire 10 par jour ou davantage si j'ai plus de temps. Donc au fil des ans, c'est vrai que ça fait un corpus énorme. Alors je l'ai montré une fois
c'est la fois où j'en étais satisfait. J'avais montré à l'abbaye de Fontevraud. J'en ai montré un si grand nombre et dans un accrochage tellement serré que je pense qu'on percevait davantage l'intérêt de l'ensemble, enfin comme une démarche, comme un processus, qu'on était tenté de contempler un truc individuel, ce qui n'était pas le but en fait. C'est plus Enfin, je pense que dans le tas, il y en a qui sont pas mal, si vous voulez, mais en fait, c'est pas des œuvres en soi, c'est vraiment des études. Et ça vient nourrir finalement, c'est votre base. Alors là, enfin, ça peut paraître bizarre parce que je ne suis pas conservateur ou passéiste, ce que je vais dire, mais au fond, c'est vrai que pour moi, si vous voulez, tout ce que je trouve de vraiment... enfin, ça me libère, si vous voulez. J'ai beaucoup plus de facilité, par exemple, à trouver une nouvelle façon, je sais pas, à tester un nouvel outil ou à trouver un accord de couleur que j'aurais pas en tête, mais parce que je le trouve dans l'accord, je sais pas, de deux arbres, par exemple, ou des compositions, des problèmes purement plastiques. En fait, je les trouve avec cette contrainte-là de dessiner ce que je vois. Je ne suis pas incapable, si vous voulez, de mettre le doigt sur ces questions à partir de rien, parce que c'est vrai qu'il m'arrive aussi de faire des images ou des compositions, des choses qui représentent rien et où je trouve des choses, mais ça m'est beaucoup plus difficile en fait. Je disais, il y a une phrase de Sonia Delaunay qui dit ceci, je pense qu'elle a raison. Elle dit, enfin c'est pas ses mots, mais elle dit le vrai art abstrait est beaucoup plus difficile que tout parce qu'on invente tout. Et ça me paraît assez vrai en effet. Par exemple, cette année pour le théâtre à Lille, en fait j'ai choisi pour les affiches vraiment pour la première fois d'utiliser des formes qui évoquent rien. Et en fait, ça m'est très difficile. Mais elles viennent vraiment de nulle part ou finalement ça vient toujours de vos travaux d'observation Si, alors ça vient, je pense, des travaux d'observation. Oui. Mais en tout cas, ils sont raccrochés à rien jusqu'alors, parce qu'il y a des années, en fait, que ici ou là, il m'est arrivé de faire des affiches de théâtre ou d'opéra. J'ai toujours raccordé le visuel, comme on dit, à quelque chose qui se raccrochait à l'ensemble ou à un détail de l'ouvrage, ou que ce soit très illustratif ou symbolique ou allusif. Enfin, mes formes trouvaient toujours leur ancrage dans quelque chose de réel. Un petit peu, je ne sais pas si vous voyez cet exemple, mais Ellsworth Kelly, en fait, ce qui est très amusant, quand j'ai découvert ça m'a vraiment étonné, c'est que tous ses premiers tableaux abstraits, par exemple son premier tableau abstrait, c'est un tableau qui faut que je le décrive, mais c'est donc un demi-cercle jaune qui est juché sur un rectangle blanc, et en fait c'est une borne kilométrique. Et alors quand on ne le sait pas, on se dit oui, ça rappelle une borne, mais il est vraiment parti de la forme de la borne. Et un autre de ses premiers tableaux abstraits, c'est quelque chose d'assez mondrianesque, c'est un tableau très en hauteur, comme ça, un cadre noir avec une division ici et puis deux verticales. Et en fait, c'est le relevé exact des grandes fenêtres au musée d'art moderne. Voilà, des choses comme ça. Donc beaucoup de ces tableaux de début sont des formes abstraites observées dans le réel, en fait. Donc je comprends ça très bien. Mais je crois qu'après, il a fait des progrès, j'espère en faire aussi. C'est-à-dire qu'après, il a développé une œuvre où il s'inspirait plus du réel, en fait. Il trouvait ses formes tout seul. Mais donc l'idée, ce serait à terme de pouvoir vous affranchir du réel pour créer. C'est ça. Mais je crois, en fait, je plaisante un peu, je crois que je le ferai jamais parce que, disons que j'abandonnerai jamais le dessin d'observation parce que c'est une des choses honnêtement les plus agréables de ma vie, enfin avec la lecture et deux ou trois autres choses, et la musique. Mais vraiment, j'attends le matin. En général, je fais le soir. Et honnêtement, le matin, je suis impatient d'arriver au soir pour cette heure de dessin d'observation. C'est vraiment l'habitude joue beaucoup là-dedans, mais c'est-à-dire que j'arrive instantanément, il suffit que je prenne mon papier, ma gouache, mon encre et mon pinceau pour tomber dans une forme d'endormissement. Enfin, c'est comme si je prenais un somnifère et que instantanément je tombais dans une sorte d'état très agréable. Et le rituel joue beaucoup là-dedans. Et donc ça, je ne l'abandonnerai jamais. Donc je pense que ça continuera forcément toujours à nourrir mes formes, quelles qu'elles soient. Surtout que je pense que vous raisonnez tellement pas... Enfin,
j'ai lu, du coup, pour préparer l'interview, tout le blog que vous aviez tenu Ah au oui, Centre Pompidou. Oui. Pour moi, vous raisonnez tellement par association d'idées quand on vous lit, en tout cas, c'est l'effet que ça m'avait fait. Vous avez une certaine joie à découvrir que telle ou telle forme que vous aviez, par exemple, je cite les cahiers que vous offrait votre grand-mère à Noël. Quand vous vous rendiez compte, par exemple, que telle image ou tel personnage, en fait, c'était le personnage que vous aviez vu. Voilà, que vous raccordiez par association d'idées, je pense que ce serait dommage, en tout cas, d'abandonner ça. Et vous avez un vrai goût pour une vraie joie, on va dire, de vous rendre compte que, en fait, la figure du pont, c'est la même que. Oui, c'est un bonheur, effectivement. Non, si, tout à fait, vous avez raison. Parce que c'est c'est le bonheur de comprendre, parce que c'est vrai que c'est un métier quand même, c'est des métiers où on patauge un peu, c'est pas très bien balisé, c'est une aventure, donc c'est vrai que c'est assez rassurant de reconnaître des choses de loin en loin, il y a ça. On voudrait savoir, du coup, avec toute cette matière dense, comment vous définiriez votre travail en 3 mots-clés ? J'ai envie de répondre à côté de la plaque. En fait, c'est trop difficile avec des mots seuls. Je peux dire des mots, mais il faut que je les explicite tout de suite après. C'est-à-dire que je dirais vie, par exemple. Vie parce que je n'aime profondément quelque chose que je peux faire ou quelque chose que je vois que si c'est vraiment vivant. C'est-à-dire il y a des dessins que j'aime bien, si vous voulez, par exemple, ou des œuvres que j'aime bien, ou des architectures, ou quoi que ce soit, mais qui pêchent un peu par défaut de vitalité. Ce qui me fait préférer, par exemple, un dessin... on parlait de Mondrian, par exemple, j'aime beaucoup Mondrian, mais je préfère, quelque part, une peinture de Koning à un Mondrian, par exemple. C'est pas un très bon exemple, mais bon. Donc ça, ce serait le premier mot. Le deuxième mot qui serait lié au premier, c'est mouvement. C'est-à-dire que c'est vraiment un corollaire. C'est-à-dire que si c'est vivant, c'est en mouvement. Et il me semble que là, encore une fois, les choses que j'aime, que ce soit en images, en art visuel, en littérature aussi, c'est des choses où le mouvement est très perceptible, où c'est pas statique, et où on sent un rythme. Voilà, et ça m'amènerait au... J'ai droit à 5 mots, peut-être. Dans le troisième mot, ça serait musique, parce que pour moi, c'est un peu une référence un peu constante, peut-être parce que mon background est vraiment musical, en fait. Et donc... j'ai beaucoup utilisé souvent pour me guider des notions musicales, qui continuent à m'aider d'ailleurs. Pour moi, le rythme, c'est avant tout c'est très ancré dans la musique, mais beaucoup d'autres choses aussi, des notions de répétition, la répétition de quelque chose, une structure, ou le contrepoint. Par exemple, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment... souvent, en particulier dans la peinture ancienne, il y a des formes qui sont reprises, mais inversées, répétées, plus grandes, plus petites, etc., exactement comme un thème dans une fugue, des choses comme ça. Donc, musique. Et puis, non, je ferai juste un 4e et dernier mot, qui peut paraître peut-être très prétentieux, mais j'y tiens beaucoup quand même, c'est le mot don. C'est-à-dire que, au fond, je pense que... j'essaye toujours de faire des choses que je puisse être fier de donner ou content de donner. En fait, même si je ne les donne pas, mais au fond, on les donne toujours, quelque part. Et dans le travail de commande, c'est très évident. C'est-à-dire que c'est même la nécessité. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour répondre à quelqu'un qui vous le demande, ce qui est toujours un peu miraculeux, quelque part. Et donc, il me paraît de bon ton et évident de vraiment être fier de donner le travail en réponse à la demande. Par exemple,
les travaux pour l'île, en fait, encore une fois, je m'excuse, ça paraît un peu prétentieux, mais c'est sincère. C'est-à-dire que je considère toujours que quelque part, c'est quelque chose que je donne aux gens dans la rue. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit assez bien pour que les gens soient contents. C'est pas pour moi, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que ça soit cohérent avec ce que j'ai fait avant. Ou... Ce qui, entre parenthèses, du coup, enfin, explique que j'ai l'air de pas du tout me préoccuper d'une cohérence stylistique. En fait, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est plutôt toujours de faire quelque chose qui, dans le cas d'une commande, réponde, j'espère, le mieux possible à la commande et comble la personne qui me sollicite, ou hors commande, quelque chose que je pourrais être vraiment heureux d'offrir à, je sais pas, à quelqu'un que j'aime. Et ça me paraît super important. Mais vous parlez que vous affranchissiez des préoccupations stylistiques, plus ou moins. Pourtant, on peut quand même facilement reconnaître un travail de Paul Cox, ce qui est pas une bonne ou mauvaise chose, ce qui est juste... souvent, on parle aux gens et ils disent que justement... et c'est vrai que c'est le travail d'un bon designer de pas vouloir à tout prix mettre sa patte ou son style dans la réponse à une commande, mais rétrospectivement, quand on regarde tout votre travail, on reconnaît quand même énormément... Il y a des choses qui reviennent, des patterns justement. Je suis profondément d'accord en fait, mais disons, alors j'utilise pas le bon mot, c'est-à-dire que, mais comme beaucoup de gens n'utilisent pas le bon mot, c'est que, en fait, le vrai style, c'est ça, je pense, c'est-à-dire que le vrai style, c'est plutôt une sorte de pensée qui permet effectivement de lier des formes, même si elles sont d'aspects assez différents. C'est vrai de beaucoup d'artistes, grands et moins grands. Enfin, il faudrait peut-être utiliser le mot manière ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que Dubuffet parle joliment j'aime bien cette expression, il parle d'artistes dont l'œuvre est leur propre publicité. C'est un peu ces gens-là que j'aime pas, si vous voulez. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse pas. C'est-à-dire que je n'ai vraiment rien à faire qu'en fait, qu'on me reconnaisse. Justement. Alors c'est vrai que peut-être on me reconnaît après à certaines choses qui sont totalement involontaires. Mais il n'y a jamais un effort volontaire pour que ça soit cohérent avec ce qui a pu précéder. Et donc vous dites qu'effectivement on me reconnaît, peut-être, mais on pourrait faire le test aussi. Enfin, c'est très difficile à dire ce genre de choses. En fait, ça n'a pas d'importance. Mais c'est une conséquence plus quelque chose qui va avoir été pensé dès le départ de toute manière. Oui, mais il m'est arrivé une chose assez curieuse une fois, c'est parce que c'est une question qui m'a beaucoup occupé en fait. C'est vrai qu'on vous serine beaucoup. Enfin, cette question de style, encore une fois, c'est pas le bon terme, mais elle est souvent soulevée sous l'affreuse expression il faut trouver ton style ou des choses comme ça, y compris dans des écoles. Enfin, où récemment, je voyais sur Facebook un débat comme ça qui était compréhensible, mais super bizarre, où certains auteurs s'insurgeaient un petit peu contre une forme de plagiat. C'est complètement, c'est idiot en fait. Parce que j'en viens donc à ce que je voulais raconter, c'est que j'ai fait il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelait Cox Codex, que vous avez peut-être vu, qui était un livre sur moi-même, enfin que je le dis volontairement comme ça paraît très présomptueux, mais en fait j'en avais pas vraiment eu l'initiative, c'était la conséquence de beaucoup de tout un faisceau de conditions qui ont permis de faire ça. Et j'ai beaucoup hésité d'abord parce que je trouvais que quelque part c'est très un peu prétentieux, et puis surtout je me disais mais je vais réunir là le fruit de 15-20 ans de travail, et pour ne l'avoir jamais vu dans son ensemble, parce que j'archive pas très bien les choses et puis je reviens pas tellement en arrière, j'avais le sentiment que ce serait un fatras épouvantable, et vraiment c'est une peur qui m'a tenaillé jusqu'à ce que je vois en fait le résultat de toutes les choses que j'ai réunies. Et là, j'ai observé une chose qui m'a vraiment étonné, c'est que il y avait beaucoup de formes qui revenaient en fait depuis tout le temps, en fait. Et ça, je pense que c'est vrai chez tout le monde, en fait. Évidemment, chez les gens qui se répètent volontairement, mais c'est quelque chose en fait qui est comme la voix qui change pas trop en fait. Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Je ne sais pas si vous avez pu observer ça, vous êtes trop jeune, mais il arrive que que chez une personne très âgée, on retrouve tout à fait le caractère juvénile de la voix quand elle avait 30 ans ou 20 ans.
Je pense qu'au fond, il y a des choses, si vous voulez, qui ont à voir d'une part avec le corps, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quel geste avec la main. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont plus aisées que d'autres pour certaines personnes. Et puis avec des choses plus intérieures, qui viennent de je ne sais où. Et donc, dans mon cas, c'est vraiment... après, ça s'est enrichi d'autres choses, mais il y a vraiment quelques formes de base qui sont des formes courbes, en fait. C'est ça, et j'en avais jamais eu conscience, en fait, jusqu'à... Donc, je pense qu'au fond, si vous voulez, il y a deux choses qui font le vrai style. C'est quelque part ces choses-là très, très primordiales, très profondes. Et puis après, une chose qui change, mais qui est le reflet d'une pensée, c'est-à-dire une vision du monde ou un rapport au monde, ou un rapport au travail ou à la recherche, qui oriente l'ensemble du travail, en fait, je pense. Et vous parlez de musique tout à l'heure, de votre background musical. Ce que c'est que le background musical, ouais. Eh bien, en fait, je voulais être musicien. Mes parents étaient musiciens, et je voulais être compositeur quand j'étais petit. Et je m'en suis détourné vers 7-8 ans, en fait, parce que j'avais peut-être conscience que c'était difficile de suivre le chemin parental. Et puis parce qu'au fond, en même temps, je faisais beaucoup de peinture et de dessin, et que c'est ça qui l'a emporté. Et puis je voyais que là, en fait, mes parents avaient une vie, enfin ça c'est un peu trivial, mais ils avaient une vie vraiment très 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 difficile. Je pense que c'est pas tellement ça qui a compté dans ma décision, mais c'était quand même, ça me paraissait très 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 décourageant. Poète c'est pire, mais compositeur c'est quand même pas évident. Et on a parlé beaucoup de tout ce qui était pictural, mais vous qualifiez vous-même de transdisciplinaire, c'est vrai que vous faites de la scénographie et d'autres choses. Comment vous positionnez, ou est-ce que vous positionnez entre l'illustration, la scénographie, le design graphique, comment vous faites le pont entre tout ça, comment ça dialogue? En fait, je suis très passif, si vous voulez. C'est pas des décisions que j'ai prises de faire de la scénographie. Les livres pour enfants, oui, mais disons que c'était assez vénal, en fait, comme décision, parce que j'avais besoin de vivre. C'est pas quelque chose que j'aurais fait avec une passion évidente au départ. C'était plus une nécessité. Et après, tout ce qui s'en est suivi, c'est vraiment le fruit du hasard, des fil en aiguille, des opportunités. Alors là où c'est pas passif, c'est que je les saisis, si vous voulez, parce que je pourrais dire non, je sais pas faire, je ne fais pas. Mais j'ai toujours une sorte de goût, en fait, de dire oui à des demandes, même si elles me paraissent un peu insurmontables. Non pas par masochisme, mais en fait, c'est pas non plus, on ne demande pas d'animer un colloque de chirurgie ou je sais pas quoi. C'est quand même assez voisin, si vous voulez. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que d'abord, c'est la curiosité d'apprendre. Et puis c'est peut-être une méfiance. Enfin, j'ai toujours aimé dans l'histoire très ancienne ou plus récente, ces types d'artistes qui étaient très polyvalents, enfin, ce qui était monnaie courante avant, je sais pas, la Renaissance, ou des gens comme Dürer, ils faisaient plein de trucs. Enfin, ils étaient orfèvres, ils faisaient des installations pour des fêtes, ils faisaient plein de choses très différentes. Et puis plus près de nous, dans les avant-gardes, c'était courant aussi. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, en fait. Et puis c'est amusant. Alors comment je fais le pont après C'est difficile à dire, c'est très involontaire aussi, c'est juste que je peux pas faire je sais pas, quand on me commande un décor, par exemple, je vais prendre un exemple. Un des premiers gros décors que j'ai fait, c'était pour un ballet, c'était pour Casse-Noisette. C'était un gros chantier. Et je me souviens bien comment j'ai raisonné à l'époque, en fait, c'est que je me suis justement demandé comment faire le pont avec mon travail pour pas me lancer dans quelque chose qui... Enfin, c'était déjà suffisamment inconnu comme ça, il fallait qu'il y ait un peu de moi-même, enfin, ça me paraissait un peu évident. Et du coup, ma première réflexion, ça a été de me demander, sans du tout m'occuper en fait de l'œuvre, quelle forme je voulais voir sur la scène, comme si c'était une installation ou une sculpture sur la scène. Et une fois que j'ai eu la réponse, en fait, c'était assez simple. En l'occurrence, c'était il y a 10-12 ans, et c'était l'époque où j'avais fait au Centre Pompidou une exposition qui s'appelait Jeux de construction, qui était un jeu de construction avec des blocs et des tas de parallélépipèdes. Et donc, naturellement, c'est ça que j'avais très envie de voir agrandi sur scène.
Et après, il m'a suffi donc là, c'était fait, j'avais fait mon choix. Et après, seulement, je me suis plongé dans l'ouvrage, j'ai étudié le livret, tout ça. Et j'ai trouvé une façon assez simple de raccrocher cette envie de cube ou de parler de pipède à l'histoire. Étant donné que c'est une histoire qui se passe à Noël, qu'il y a des cadeaux, enfin j'avais mes cubes, quoi. Et après, de fil en aiguille, ça s'est développé. Enfin, il y a une maison de poupées qui contenait les cubes. Et... en tout cas, j'avais un point de départ. Ça se développe comme un jeu de construction, justement. Oui, oui. Et on a parlé de votre manière d'appréhender un petit peu votre approche par l'observation, mais quand vous avez un projet, une commande, comment ça se passe, comment vous travaillez à ces moments-là pour répondre à comment vous initiez il y a une forme d'observation au départ de tout travail de commande. Enfin, vous savez bien, c'est que je pense que la façon la plus évidente, c'est d'observer la commande, enfin, de bien étudier le brief. C'est vraiment le point de départ et c'est ce qui fait tout l'agrément d'ailleurs d'un travail de commande, c'est que la moitié du travail est fait puisqu'il est inhérent à la commande. Je veux dire, on n'a plus besoin de choisir le sujet, ou tout ça est fait par le commanditaire. Mais à condition, il faut vraiment bien donc pour répondre à votre question, le premier travail, c'est ça. C'est, pour répondre à une commande, c'est d'étudier soigneusement le brief dans ses moindres détails, en fait, et de bien poser de combien de temps on dispose, de faire un planning très précis, combien d'argent ça rapporte, comment il faut travailler pour pas que ça vous coûte de l'argent, enfin des choses très, très concrètes et qui sont très agréables à poser parce qu'on sait sur quoi travailler. Ça, c'est toujours la première étape. La deuxième étape, pour moi, il faudrait prendre un cas concret. Oui, par exemple, je vais prendre ce qui m'occupe en ce moment, qui est c'est une commande du CNAP. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, ou Fanette vous en a parlé, elle avait mis en forme ce qu'ils avaient appelé un kit d'initiation au graphisme pour les... Voilà. Et donc, le CNAP fait une deuxième édition de ça, cette fois-ci en direction des écoles primaires. Fanette s'était occupée de celui pour les collèges. Et donc, ils m'ont confié le design de ça. Donc, c'est une commande assez contraignante, en fait. Il y a pas mal de paramètres. Donc ça fait un moment qu'on travaille dessus, je ne suis pas seul, il y a tout un comité, si vous voulez, qui s'occupe, qui produit le contenu. Moi j'ai répondu à la demande par une idée de jeu, c'est comme une sorte de jeu de construction graphique. Donc ça je suis en train de le mettre en forme, et puis il y a un livret qui accompagne ça. Donc, comment je réponds à ce genre de travail en illustrant mes propos avec cet exemple, c'est qu'après avoir bien étudié le brief, qui là été complexe et clair, en fait, je passe énormément de temps à prendre des notes et à faire de la recherche. Je ne me lance pas comme ça, en fait. Je note plein de trucs, ça peut prendre énormément de temps, en fait. Alors, ça se décompose en plusieurs étapes. Je suis très ordonné, en fait, dans le travail, c'est-à-dire que comme le temps pour moi est donc un problème un peu majeur, je fais toujours très attention de bien planifier les choses. Alors j'arrive pas à tenir les plannings, mais en tout cas pour savoir en gros où je vais et comment je peux organiser mon temps. C'est-à-dire que je me donne jamais entièrement à un projet, en fait. J'y arrive pas. Jongler avec plusieurs projets. Oui. Donc ça demande une organisation assez pointue. Et donc ce travail de notes, de réflexion, il peut être assez long. Il y a une part qui est de la réflexion comme ça tous azimuts, en fait, où je réfléchis sans forcer, en fait, je note ce qui me passe par la tête. C'est souvent des moments très, très productifs, en fait, où les bonnes idées arrivent. En fait, souvent, c'est dans cette première étape que la bonne idée vient. Alors après, comme beaucoup de gens, j'y reviens après, mais disons que la première idée est posée à ce moment-là. Après, il y a plein de détours pour l'enrichir ou la modifier, mais au fond, souvent, je reviens à cette première intuition. Et puis, il y a un moment qui est très important pour moi, c'est de la documentation, c'est-à-dire que j'ai une bibliothèque qui est assez grande, enfin ici à la campagne, où je vais dans des librairies ou en bibliothèque, je regarde des paquets de trucs ou sur Internet. Et je réfléchis pas, je réfléchis mollement comme ça en regardant d'autres images. Et ça, c'est très important aussi. En fait, ça me permet souvent
de me situer par rapport à des familles d'artistes que j'aime, enfin c'est des choses comme ça, je pense que c'est très important, à peaufiner mon ton, enfin ça je pense que la notion de ton, entre parenthèses, est une chose très importante, enfin de définir en termes très clairs si on fait quelque chose, est-ce que c'est joyeux, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est coloré, est-ce que c'est très simple, des choses comme ça doit être très lisible, quel est vraiment le ton, enfin c'est pas le bon terme parce que je l'utilise dans un sens très large, mais l'espèce d'atmosphère dominante en fait d'une image ou d'un travail. Et évidemment en pensant très fortement à l'audience, c'est-à-dire qu'en l'occurrence le travail pour le CNAP c'est pour tel âge d'enfant, donc ne pas perdre ça de vue. Et puis au bout d'un moment, donc cette réflexion faite et la documentation faite, eh bien je me mets au boulot. Mais du coup, donc, vous pensez plus en termes de forme, en termes de mots, en termes de couleurs, en termes de... C'est tout mêlé. Au début, c'est tout mêlé. En fait, ça commence souvent par des mots. Enfin, l'intuition est très visuelle en général, ça c'est clair. Mais je la note en mots plutôt. Je serais curieuse de voir vos notes, je pense, si c'est possible. Je ne sais pas si... voir les notes que vous prenez justement. À quoi ça ressemble? Oui, c'est très facile. Oui. Je vais prendre, je ne sais pas si c'est joli, je vous montre comme ça, parce qu'on parle de ça, donc le dossier du plan, par exemple. Mais c'est pas très sexy, hein, c'est très... Oui, ça c'est vraiment le début, alors. Hop. Ça se présente toujours un peu comme ça. Ça c'est un peu après coup, j'y reviendrai après, mais le début c'est vraiment... Là, je pense que j'ai noté très précisément en mots le brief, en fait. Et donc pendant longtemps, c'est des mots. Je ne sais même pas quand les images arrivent. Là. C'est la réécriture du brief, en fait. Oui, enfin là, on est très au-delà tout de suite. Hein, mais c'est alors, en fait, ce que je fais, parce que c'est très abondant ces notes, et ce que je fais assez vite, c'est que pour me relire, parce que d'abord j'ai du mal à me relire souvent, et pour aller plus vite, je le relis une première fois et je note en couleur des choses saillantes. Alors ça va vous faire rigoler parce que c'est vraiment très maniaque, mais c'est toujours selon les mêmes nomenclatures. C'est-à-dire que, mais c'est très utile pour m'y retrouver après. C'est que, par exemple, ce que j'appelle P, c'est des pistes possibles. En fait, c'est pour possibilité. Et c'est des idées de forme ou des idées de réponse assez concrètes. Mode, c'est des artistes, c'est pour modèle, c'est des artistes auxquels je pense, que j'aime bien imaginer dans la même situation de commande. Ça me débloque souvent assez. Je me fais vraiment chier avec cette commande, qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Et donc là, en l'occurrence, je pensais à Honegger, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, je ne sais plus quel est son prénom, mais c'était un peintre très intéressant qui a fait plein de choses en direction des enfants, et notamment un outil qu'il appelait le viseur, qui est une sorte de jeu vraiment génial pour l'apprentissage du regard. Il était le créateur c'est l'espace pour l'art concret à Montsartou. Et donc après, il y a une autre, le C, c'est des critères. Donc je lis celui-ci, par exemple, je note pour moi, c'est un peu ridicule, mais je le dis quand même, ce projet m'apprendra plein de trucs. Donc, en fait, ça m'aide, si vous voulez, parce que si vraiment j'en ai marre et je suis découragé, je regarde mes critères, et je me dis, ah mais oui, c'est bien, finalement, ce projet a une vertu, il y a au moins ça. Et puis, doc, ça va un peu avec mode, c'est des choses que j'ai envie de regarder. Là, par exemple, je note qu'il fallait que je relise des textes de Mounari, des choses comme ça. Et puis, il y a une autre catégorie, mais je n'en vois pas d'exemple là. C'est M, qui est méthode, et où je note des idées de méthode possibles pour résoudre la question. Alors là, vous voyez qu'on met beaucoup de temps à arriver à des tout débuts de petites images. Donc les sources d'inspiration ne sont pas forcément picturales. Mounari ou... Mounari, oui, là c'était les textes. Enfin bon, aussi c'est quand même essentiellement des... Là par exemple, formes vives dans les modèles, ou Hirschhorn, Tom Phillips, Matt Mullican, Netfela, Photokino. Je ne sais pas pourquoi Photokino. Je devais penser à une chose. C'est pas toujours très clair pour moi-même quand je l'ai... Alors ce que je fais en fait, pour ne pas avoir à recompulser, mais... Vous allez partir en courant, en fait, je m'en fous après. Au bout d'un moment, pour pouvoir compulser ça vite et vraiment m'approprier les choses, en fait, je reprends
les choses essentielles et je les reclasse par catégorie, critères, modèles, possibilités, etc. Et comme ça, en un coup d'œil, en fait, et pour moi, c'est vraiment capital. En un coup d'œil, j'ai les différentes solutions, parce qu'en fait, comme beaucoup d'entre nous, j'ai souvent trop de... Si j'avais qu'une idée, ça irait, mais j'ai souvent énormément de réponses possibles. Et en fait, la décision, elle vient souvent par une forme de lassitude qui me reconduit à la première intuition. Ça vous paraît bizarre, non? Non, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que en fait, la lassitude, c'est une notion super intéressante, je pense, pour la prise de choix. C'est-à-dire que au fond, enfin, il y a une étape que j'ai passée là, mais quand j'en suis là, quand j'ai énormément de possibilités, souvent je découpe cette feuille en languettes et très vite, de façon très intuitive, je mets à gauche ou à droite. Enfin, en général, à droite, les choses qui m'intéressent, à gauche, celles que je mets de côté, au milieu, les indécis, si vous voulez. Et au bout de 10 minutes, en fait, on arrive assez vite à un choix par élimination, un choix de lassitude. Et très, très souvent, vraiment, c'est un choix qui était l'intuition première. Et donc tous ces choix-là, vous les faites seuls, vous ne consultez pas, je sais pas, votre femme ou des amis ou des tierces personnes qui pourraient vous aider dans votre choix? À ce stade-là, non, pas trop en fait. Pas trop parce que c'est difficile c'est trop privé là en fait à ce moment-là. C'est difficile à expliquer. Et c'est après, c'est une fois le choix pris. C'est très important effectivement d'en parler parce que ça clarifie bien des choses. Mais oui, ça reste très solitaire. Je vous livre un dernier truc qui est assez intime, mais c'est l'obsession tout ça, l'obsession des emplois du temps, tout ça est ponctué en fait par des plannings un peu aux 5 minutes près qui m'aident beaucoup en fait. Parce qu'il y a une chose que je trouve très importante, c'est notamment pour des sujets de réflexion importants, de ne pas leur consacrer trop de temps. C'est-à-dire que je pense que si on se limite, par exemple, on se dit là, il faut vraiment que je résolve cette question, et on se dit j'en viens à bout en 10 minutes, par exemple. Il ne faut pas que ça soit une épée de Damoclès, mais si on se le donne comme règle qu'on peut éventuellement contourner, je pense que c'est vraiment pas mal. Voilà, vous savez tout. C'est génial. Non, c'est super de faire ça. Mais je pense que j'écris d'autant moins que je parle peu, en fait. Comment ça? C'est-à-dire que si je parlais beaucoup à un ami ou un collègue, enfin, ou si on travaillait à deux, par exemple, je pense que je n'aurais pas le besoin de prendre beaucoup de notes comme ça. La prise de notes, c'est juste une façon... c'est aussi pour relire, pas oublier, mais je pense que c'est aussi une façon de faire une discussion avec vous-même. Oui, et puis je pense qu'il y a une chose très différente, enfin, c'est un peu évident, mais entre la pensée qui reste dans la tête peut être très importante, etc. Mais quand on l'écrit ou quand on la prononce, en fait, la prononciation ou l'écriture elle-même génère une pensée qui était imprévue, et ça, je pense que c'est super important. De la même façon que le dessin qu'on fait naît en le faisant, il n'est pas préétabli dans la tête avant de le faire. La pensée, c'est un peu pareil. Parfois, c'est frustrant. Parce qu'on se dit, on a une super idée dans la tête, et quand on la met sur le papier, on se dit, ah non, en fait. Donc, c'est parfois frustrant. Moi, ça m'arrive. C'est là qu'on se rend compte que les meilleures images qu'on fait, elles sont forcément pas voulues. Enfin, tout est préimaginé dans la tête. Oui, mais ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'il m'arrive souvent, par exemple, d'avoir une vision justement pas très précise, mais une vision de tableau avec une harmonie colorée très précise, etc. Évidemment, j'y arrive jamais parce que c'est un peu comme si on voulait dessiner un rêve. J'ai déjà essayé de le faire, c'est compliqué. C'est super compliqué. Et tant mieux quelque part, parce que je pense que si c'est comme ça jusqu'à la fin, c'est un moteur, c'est une motivation de travail assez forte pour y arriver peut-être un jour. Mais je pense qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire que je sais pas quels artistes, il y a des artistes qui disent ça, qui voient le tableau entièrement dans la tête et qui le peignent. Honnêtement, j'en crois rien. Ou alors, c'est une image froide, enfin... ça me paraît... Il y a cette très jolie anecdote, je ne sais plus quel était l'écrivain qui disait ça, mais il avait vu en songe, comme ça, un scénario idéal.
truc absolument fantastique. Il dit, voilà le sujet de roman, oui, c'est un sujet de roman, vraiment le sujet de roman que j'ai cherché toute ma vie, etc. Et donc il sonole comme ça, il prend son carnet, il note l'idée, puis il s'endort content. Et le matin, il se réveille, il est super impatient de voir ce qu'il a noté, dit comme idée absolument révolutionnaire et géniale. Et ce qu'il avait noté, c'était un homme, une femme. Donc c'est un peu comme ça, souvent, effectivement. On a des visions très floues. Et on parlait du temps. Donc, est-ce que vous avez réussi au fur et à mesure de votre carrière à mettre en place plein de petites astuces, d'anecdotes? Enfin, là, déjà, on en voit un extrait, je pense, un bon extrait. Mais plein de petites astuces à mettre au point au fil du temps. Je vais passer pour un vieux. Mais oui, j'ai appris plein de choses. Enfin, il y a une chose qu'on apprend quand même avec l'art, je pense, c'est le calme. C'est-à-dire que, et là je semble dire un peu le contraire de ce que je viens de dire avant, avec ces emplois du temps très cadrés, mais s'assigner une tâche divisée en petites sous-tâches, etc. Donc ça c'est très bien, parce que ça c'est bien organisé, et faire ces choses l'une après l'autre, calmement, vraiment calmement, c'est un peu le... Ça paraît idiot, il dit comme ça, mais c'est une chose très importante. Il me semble qu'avant, j'étais beaucoup plus impétueux, enfin, et très insatisfait si je bouclais pas un truc dans le temps que je m'étais imparti. Maintenant, c'est comme ça. Si j'arrive pas, c'est pas dramatique. Ça, c'est une chose. Le calme, ça a aussi à voir avec la dédramatisation des choix. C'est-à-dire qu'il me semble qu'avant, j'étais un peu enclin à croire qu'il n'y avait qu'une seule bonne idée en réponse à une question. Maintenant, j'y crois plus du tout. C'est-à-dire que n'importe quelle entrée dans un travail est la bonne. En fait, il faut pas passer. Enfin, on peut passer de longues heures à hésiter comme je le fais, mais au bout d'un moment, le choix qu'on fait, il n'est pas du tout capital, en fait, parce que de toute manière, ça n'est qu'une entrée. C'est-à-dire, j'ai une image souvent à l'esprit, c'est des ruisseaux et une vallée. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme des ruisseaux. On entre dans un travail par un des ruisseaux. Et au fond, on arrive toujours au fleuve qui est soi-même, en fait, au fond de la vallée. Et tant mieux si on prend par des tas de petits ruisseaux différents, parce que ça amène une sorte de fraîcheur aux différents travaux. Donc on rejoint un peu cette idée de ce qu'on disait tout à l'heure, des formes au fond, enfin, qui sont toujours les mêmes, et des approches différentes. Puis l'autre chose, c'est une question je pense que... Enfin, c'est une chose que moi, je ne sais pas si c'est commun à d'autres gens, mais que j'ai apprise avec le temps, c'est le repos. C'est-à-dire que je pense que c'est super important de prendre des repos réguliers dans la journée. Par exemple, toutes les heures ou 2 fois par jour, mais pas forcer comme un malade du matin au soir, de garder du temps pour ne rien faire, en fait. Enfin, ce qui est beaucoup, ne rien faire, ça ne veut rien dire, mais regarder ce qu'on a fait ou penser à autre chose, ou se promener, respirer. Ça, c'est important. Et puis, c'est ce qui permet, et j'en viens à une chose qui est surtout très importante aussi, c'est d'arriver à se concentrer. C'est la grande difficulté, en fait, de pas... on est tellement sollicité je sais pas, par les mails ou Internet ou Facebook, des trucs comme ça. Il faut faire très attention, je pense, à s'accorder des récrés où on peut muser à droite et à gauche comme un malade. Mais quand on travaille, il faut faire attention à vraiment se concentrer sur ce qu'on fait, je pense. Enfin, moi, je suis un grand spécialiste de partir dans toutes les directions. Ça m'a beaucoup inquiété pendant longtemps. Vous aussi, non? Oui, non, mais c'est normal. Je pense que c'est très difficile de... J'avais lu des choses, alors ça paraît un peu bizarre de parler de ça, parce que c'est un sujet qui peut être un peu à la mode, un peu vulgarisé de façon ridicule, mais je me suis vaguement intéressé au bouddhisme. Et il y a des choses très intéressantes dans le bouddhisme, justement sur la concentration, sur cette idée, ou la question de savoir que faire de ces pensées qui tourbillonnent sans arrêt chez tout le monde. L'attention flottante, ces choses-là. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'après, c'est traité de façon un peu grand public, qui peut être un peu ridicule, mais au fond, cette question, elle est vraiment essentielle. Et dans le travail, il faut trouver de façon simple, qui, à mon avis, ont beaucoup à voir avec le calme, pour arriver à se concentrer sur un truc. Mais c'est des choses très simples, hein. Par exemple,
J'avais entendu une fois une conférence de... Comment s'appelle ce philosophe qui avait fait de la prison, là, que je ne connais pas bien d'ailleurs, mais... Stigler ? Oui, voilà, c'est ça. Mais il disait une chose intéressante dans l'introduction à sa conférence. Enfin, il développait cette idée de ne pas être impulsif, qu'il ne faut pas être impulsif. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec ça. C'est-à-dire que quand on travaille, pour se concentrer, en effet, si on renonce à l'impulsion de se lever pour aller prendre un café ou à regarder ses mails, etc., si on renonce à ces impulsions-là, qui peuvent être sans danger remises à beaucoup plus tard, en fait, un grand pas est fait, tout simplement. Mais et si on sait que de toute façon, au bout d'1 heure ou au bout de 2 heures, on a une récré, ça devient très facile. Si en revanche, on n'a pas l'hygiène d'avoir la récré, ça devient plus préoccupant, plus difficile. Voilà des choses que j'ai un peu apprises. Et est-ce que vous auriez des projets, je sais pas, des choses qu'on puisse feuilleter, regarder, des choses... C'est un peu difficile ici, parce que comme les choses ici sont vraiment les choses en cours, moi je pourrais vous parler de ça, ce qui est derrière vous. Ça, c'est vraiment le truc qui m'occupe de façon un peu urgente en même temps que le projet pour le CTAP. C'est une scénographie pour un spectacle qu'on va créer en janvier avec Bérangère Ventusseau, qui était une marionnettiste. Là, il ne s'agit pas de marionnettes, en fait. Bérangère a fait un séjour de travail au Japon pour développer son art de la marionnette. Et elle s'est intéressée à un art de conteur qui utilise un outil qu'on appelle les kamishibai. Et le kamishibai, c'est un truc très populaire. En général, les gens qui utilisent ça sont des conteurs dans la rue qui vont par exemple à la sortie d'une école. Donc ils ont un vélo et sur le porte-bagages, ils ont ce kamishibai qui est comme une boîte, un petit castelet, dans lequel il y a des images qu'on sort. Et donc le conteur accompagne son récit de ces images qui coulissent. Donc je résume, enfin, c'est un peu plus savant que ça. Et donc elle avait l'idée, elle s'était dit, enfin, elle avait envie de faire quelque chose avec moi et d'utiliser cette idée basique du kamishibai. Et elle avait un thème qu'elle voulait traiter, qui est un thème pas évident à traiter, mais qui se développe de façon très intéressante, qui est l'histoire de une des premières radios libres qui a émis pendant assez longtemps, malgré l'interdiction qu'elle avait d'émettre, à Longwy, à la fin des années 70, quand il y a eu des problèmes incroyables avec la fin de l'industrie sidérurgique, etc., des problèmes sociaux terribles. Et cette radio a eu une importance incroyable dans la vie des gens, en fait. Elle a permis plein de choses, etc. Donc ça, c'est le sujet, si vous voulez, du spectacle. Et donc moi, j'ai répondu avec cette idée-là, c'est qu'en fait, c'est comme un kamishibai, mais plus complexe. Le truc, je vais vous montrer une simulation après, va être beaucoup plus grand, en fait. Une personne à côté comme ça. Et donc les acteurs, en fait, sortent les panneaux comme ça, les uns après les autres, ou les coulisses, et donc ils les sortent, et donc on a tout un jeu après d'astuces, les images se combinent, etc. Et ça se situe sur 30 plans successifs. D'accord. En profondeur ? En profondeur, oui. Ah oui. Là, je l'ai construit comme ça pour que ça soit manipulable, mais en fait, le vrai objet, il est large comme ça, et c'est des plaques assez fines. Oui, donc là, c'est vraiment je vais vous montrer que pour construire des images, en fait, on fait des simulations à l'ordi. C'est un projet super complexe parce que il faut que les comédiens en plus arrivent à mémoriser le mouvement des panneaux. Donc ça donne un peu ça. Je ne sais pas si c'est un des bons exemples, mais voilà, c'est un petit bout. Ça dure 1 heure. Enfin, ça bouge pas à ce rythme-là, évidemment. Oui. Il y a des moments où ça bouge rapidement et d'autres où... Après, c'est l'affaire du metteur en scène. C'est un super projet. Oui, je pense que ça va être... Enfin, j'espère, mais je pense que ça peut être pas mal du tout, oui.
De quoi je pourrais vous parler d'autre? Le projet du CNAP est assez difficile à vous montrer, je vais vous le montrer, mais parce qu'il a tellement voyagé qu'il est un peu en pièces. C'est un peu plein de maquettes intermédiaires. Ça ne va pas s'appeler comme ça en fait, parce que ce nom existe. Donc en fait, l'objet est une boîte. Là, c'est un peu cassé. Et pardon, c'est vraiment très délabré, mais qui contient tous les objets qui sont montrés là. Donc il y a un livret qui sera un grand livre comme ça pour les maîtres, les maîtresses, avec des textes, exactement comme le projet de Valette, il y a des textes théoriques, historiques, et puis tout un bordel après d'éléments qui permettent en fait de construire soit des textes, il y a des transparents, des images, Bon, c'est pas très présentable là, mais hop. Ça se fonde de gommettes Non, en fait, c'est soit des papiers, il y a des papiers, il y a du polypropylène transparent. Non, l'idée, c'est que ça soit réutilisable, en fait. C'est-à-dire que l'objet est emprunté par une classe pour une séance. Et, en fait, c'est un objet qui est offert à toutes les écoles qui en font la demande, et donc il y en a un par école. Je pense, peut-être qu'il peut y en avoir plusieurs, je ne sais pas. Et donc un prof qui veut l'utiliser, l'emprunte à la bibliothèque, etc. D'accord. Donc ça pose vraiment des vrais problèmes de design, de solidité. Moi, je pense que ça peut être assez marrant. Il faut que ce soit plus solide que ça. C'est en carton plume. Hein? Ça ne va pas être en carton plume, j'imagine. Non. Ça va voir le jour pendant l'année? Ben oui, on est un peu en retard en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et je pense que ça devrait se finaliser au printemps. Ok. Et du coup, on peut peut-être passer à l'objet surprise. Ah oui, alors si ça va l'avez. vous amuser parce que l'objet surprise, alors c'est effectivement dans la veine des trucs de famille, et vous l'avez cité. Oui. Parce que c'est vraiment le truc fétiche pour moi. C'est génial. Ouais, ça c'est vraiment génial. Donc je vous resitue le truc. En fait, c'était ma grand-mère qui était une artiste, en fait, qui était peintre. Et une peintre très classique qui faisait des bouquets et des portraits, enfin, pas terrible d'ailleurs. Paix à son âme, j'aimais bien, mais c'était pas génial. Mais surtout, c'est une dame très sévère, enfin, pas du tout fantaisiste, et qui était hollandaise, enfin, toute sa source d'inspiration. On dirait, enfin, du coup, avoir ces cahiers, je me disais justement, elle devait être tellement drôle, tellement... Pas du tout. Et alors, pas du tout. Je crois que j'ai par hasard sa photo. C'est moi. Non, il faut que je trouve ma grand-mère. Voilà ma grand-mère. Voilà. Et donc, dans certaines pages, il y a quelques pages qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Voilà, celle-là, par exemple. Et pourquoi, du coup, celle-ci particulièrement? Je ne sais pas, elle m'est vraiment restée gravée en mémoire, peut-être. Il y en a d'autres exemples, mais le côté très bizarre de l'association des sujets. Puis je trouve que c'est vachement bien mis en page. Enfin, c'est assez fort. Et ça rejoint beaucoup cette définition de Lautréamont. Je ne sais pas si c'est une définition de la beauté. Où il dit beau comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de repassage, c'est ça. Enfin, je l'ai su après ça, mais ça me fait penser à ça. Et du coup, donc à chaque Noël, elle vous offrait ça? Oui. C'est génial. Elle devait passer un temps fou. Mais oui, elle va passer l'année à faire ça. Mais la raison pour laquelle c'était très important pour moi, c'est qu'au fond, je me souviens que donc elle donnait ça, j'ai un frère et une sœur plus âgés, c'était pour nous 3. Et je ne sais pas très bien comment mon frère et ma sœur aimaient ça, mais je me souviens très bien que je passais vachement de temps à regarder ça, quoi. J'avais par ailleurs des BD ou
des livres pour enfants, mais que j'aimais beaucoup moins que ces livres-là, où je me perdais, je ne comprenais pas. Enfin, je me dis ça après coup, mais je passais beaucoup de temps à essayer de faire des liens entre les différentes choses. Et probablement j'inventais des... Je sais pas si j'inventais des histoires, mais ça me fascinait énormément en fait. Le côté très ouvert de la chose. Et puis après, il y a des images qui m'ont complètement marqué, c'est-à-dire que je pense que... Enfin, je voyais passer par exemple des Écossais, là, j'ai une sorte de passion pour les tartans, après qui a rejoint aussi une passion pour les trams, mais ça m'a beaucoup marqué. Et puis elle avait une passion, elle, pour les points de croix, enfin l'aspect du point de croix, mais ouais, des choses comme ça qui m'a beaucoup marqué aussi. Voilà, c'était ça mon objet fétiche. Je peux terminer sur un truc assez pompeux, mais assez beau, par rapport à cette idée de don. En fait, j'ai lu une phrase l'autre jour de Krishnamurti, je ne sais pas si vous voyez qui est ce personnage assez étrange, qui était une sorte de gourou, enfin, je ne comprends pas très bien ce qu'il écrit, mais je trouve que cette phrase est assez belle. En fait, il dit que quand on a un choix à faire, quand on hésite entre un ou plusieurs choix, la bonne réponse est toujours du côté de la générosité, c'est le choix le plus généreux. Et ça, je trouve que c'est un très joli truc, en fait, qui m'a déjà pas mal servi depuis que je l'ai lu. C'est-à-dire il y a longtemps Non, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Enfin, je me rends compte qu'au fond, c'est peut-être quelque chose que je mettais en pratique depuis longtemps avec cette idée de don. Mais exprimé comme ça, c'est assez clair, je trouve. Parce que c'est assez vrai. Enfin, dans le travail, ça me paraît assez évident. Et puis après, dans la vie, c'est complètement évident. Mais c'est intéressant comme notion dans le travail. Parce que cette notion de générosité, elle n'est pas si courante ou évidente. Non, en tout cas, c'est pas un sujet dont on va parler aux étudiants. Oui, parce qu'il paraît peut-être évident ou d'ordre trop privé. Mais moi, je suis très épaté souvent par les gens très prolixes. Enfin, par exemple, là, j'étais en train de lire un bouquin assez marrant, c'est la vie de Balzac par Théophile Gautier, qui était copain, après ils étaient très amis. Et on ne se rend pas bien compte à quel point Balzac était un homme délirant dans la production. Et alors je ne sais pas quelles étaient ses motivations, mais je pense qu'il devait y avoir une vraie générosité. Enfin, tel que Gautier le décrit, c'est un type très généreux. Et alors, il peut y avoir des motivations, je ne sais pas, orgueilleuses peut-être à produire beaucoup de travail, mais au fond ça ne tient pas la route. Je pense que les artistes qui ont une œuvre très abondante, ou je sais pas, vous prenez un type comme Bach par exemple, je pense qu'il y a au fond quelque chose, un abandon de soi. Pour Bach, c'est colossal par exemple. Le type, il faisait au minimum une cantate par semaine, plus tout le reste. Enfin, c'est absolument inimaginable. Et je pense que pour les cantates, en tout cas, pour lui, c'était un vrai don, puisqu'il les faisait ça devait être un don pour sa communauté, où il devait être très religieux, enfin, ou un don pour Dieu, quelque chose comme ça. Mais c'est une motivation fantastique si on a ça. Ou si on a quelqu'un qu'on aime et qu'on veut lui faire des cadeaux, c'est la meilleure motivation. Enfin, j'imagine que ça vous est arrivé, mais je sais que les meilleurs trucs que j'ai faits, c'était pour quelqu'un. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un sous le coude, il faut l'inventer. Mais c'est vrai aussi des meilleurs livres pour enfants, par exemple, des Brunoff ou tous ces trucs-là qui ont été faits pour un enfant particulier. Ou le commanditaire, enfin, quand il y a des histoires d'amour presque entre commanditaire et fournisseur, si je puis dire. Enfin, c'est évident qu'un bon commanditaire suscite un bon travail. Enfin, dans mon expérience, c'est très clair. Quelqu'un qui allume une relation comme ça, fait quelque chose qui peut être très amical, enfin, tout en gardant une réserve nécessaire sans doute dans la commande. Mais il y a des cas comme ça qui vous sont peut-être déjà arrivés, où la commande est très excitante, enfin, où on a vraiment envie de donner son travail, on le ferait presque pour rien à la limite. Et ça, c'est souvent, ça m'est arrivé quelquefois, en fait, sur la durée, comme ça, j'ai eu un personnage comme ça, un personnage très important par une succession de hasards dans ma vie.
c'est un garçon que je ne connaissais pas au départ, c'est un ami d'amis, et je cherchais à l'époque un éditeur pour un de mes premiers livres pour enfants. Et ce garçon est arrivé sur mon chemin, il était éditeur, il publiait tout autre chose en fait, il éditait des bouquins de musicologie, des correspondances à l'époque, il publiait des correspondances de Wagner et de Berlioz, des choses comme ça. Bordas, c'est ça? Hein? C'est Monsieur Bordas, c'est ça? Ah non, non. Okay. Non, il s'appelle Jean-Marie Blanchard. Okay. Et donc on est devenus très amis, il a publié pas mes tout premiers bouquins, mais 3 ou 4 tomes, c'était très ambitieux, enfin on voulait en faire quelque chose, un grand succès. Bon, mon ambition c'était vraiment de faire un tome par an et de faire d'être un peu le nouveau Babar. En fait ça s'est tari assez vite, moi, j'en ai eu un peu marre, et puis surtout lui a fait faillite, donc ça s'est arrêté là. Mais ce qui était assez marrant, c'est que donc c'était déjà une belle relation, si vous voulez, pour ce travail-là. En conversant comme ça, je lui disais que j'avais un peu un vieux rêve, c'était un jour, comme pas mal de peintres dans le temps, de faire des décors et de faire des affiches, je n'avais jamais fait à l'époque. Et il se trouve que lui, après, il est devenu de musicologue, il a eu des responsabilités assez importantes, il a été administrateur à l'Opéra Bastille, etc. Et donc, après, il a dirigé l'Opéra de Nancy. Et quand il est arrivé à Nancy, il cherchait quelqu'un pour faire les affiches. Et du coup, il m'a appelé, c'était génial. Et là, je lui dois une fière chandelle, parce que là, j'ai été très timide. Je n'ai pas sauté sur l'occasion. Pas directement. J'ai vraiment pris un peu les précautions et je lui ai dit, mais j'ai jamais fait ça, il faut que je te le dise, quoi. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Et donc, il a dit, on essaye. Et donc, on l'a fait pendant 6 ans, je crois, 6-7 ans. Et ce qui est une évolution assez marrante à voir, parce que vraiment du début à la dernière année, qui était celle-là, on sent que j'ai vraiment appris un peu quelque chose, quoi. Et, ce qui n'était pas difficile, parce qu'il n'y avait rien au départ. Et donc il m'a demandé ça. Il m'a aussi demandé en même temps de faire un décor, qui a été mon premier décor. Donc là aussi, j'ai répondu avec précaution, et j'étais ravi de le faire. Donc c'est le titre même du commanditaire en or, quoi, où il y avait quelque chose de beaucoup plus qu'une simple commande, qui est déjà quelque chose de... Enfin, pour moi, je trouve qu'une commande, c'est toujours miraculeux. Quelqu'un qui vous demande un boulot, je trouve que c'est fantastique. L'émerveillement. Hein? Non, vous êtes quelqu'un qui s'émerveille énormément de... Faut pas l'oublier, c'est vrai que... Surtout quand on n'est pas très connu, si vous voulez. Après, si vous êtes quelqu'un de très connu, quelqu'un qui vous fait une commande, bon, c'est très bien, mais c'est plus prévisible, enfin c'est plus convenu. Mais quand on est très jeune, par exemple, et quelqu'un voit quelque chose et vous commande un truc en vous faisant confiance, en dépensant son fric et tout, c'est quand même pas rien, hein, c'est génial, je trouve. Non, ça me fait rire parce que vous dites quand on est connu, mais j'ai l'impression que même en étant maintenant Paul Cox en 2017, qui est connu quand même, je pense, on peut dire dans le milieu du graphisme, vous avez quand même cet émerveillement aujourd'hui. Non, mais je pensais à des gens très connus, enfin, moi je suis pas très connu, enfin, je sais pas, par exemple, on demande un opéra qui demande par exemple un décor à Hockney. Aujourd'hui, enfin maintenant il est un peu fatigué, mais disons il y a 10 ans, ce serait pas tellement... c'est pas un gros risque. Enfin, le type il est sûr de faire salle pleine déjà. Et c'est pas tout à fait pareil. Un immense merci à Paul Cox pour son accueil et sa gentillesse. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!